J'ai été condamné le 3 décembre 2020 à 8 mois de prison ferme sur la base de mensonges policiers. En fait, quand les policiers déboulent, ils mettent immédiatement au sol 2 personnes, dont une personne handicapée, et c'est ce qui va faire un peu réagir les gens. Et je gueule un truc du style « Vous savez pas ce que vous faites, vous débarquez comme ça, vous prenez n'importe qui au hasard, etc. Vous êtes des minables. » Mais là, on voit sur le cercle le premier coup de matraque qui est donné aux observateurs de la LDH. Et je crie, à un moment donné, vas-y, tu te calmes. Vas-y, tu te calmes. Parce que je veux réagir au policier, là, avec son bouclier, qui est en train de frapper à plusieurs reprises. On voit qu'en fait, j'arrête le coup du bouclier. Et on voit très bien que ma main, elle ripe sur le bouclier. C'est tout ce qu'elle fait, en fait. On les voit qui me montrent du doigt. Voilà, ils foncent sur moi, et bim, ils me propulsent sur le mur du... Il me fait une prise de rugby où il me tape avec son casque dans le ventre en même temps qu'il me fait une prise aux jambes et que je ne bouge pas en fait. Il y en a un qui m'étrangle avec la chemise et l'autre, pendant ce temps-là, il y en a un qui me met les menottes derrière et un troisième après m'écrase au sol. Je suis transporté au commissariat et on me notifie ma garde à vue assez rapidement. Je suis fiché S, donc ça les amène à faire une espèce de contrôle des GSI. Quand ils ont l'appel des GSI et la notification au procureur, tout de suite on s'en prend à ce que je représente politiquement plutôt qu'à la personne qui a été interpellée. On va me reprocher 4 faits. Donc les faits de violence, des faits d'outrage, caractérisés par le fait que j'aurais prononcé « pute à Macron », et ensuite groupement en vue de commettre des violences, caractérisé par le fait que j'ai ce bout de plastique, ce résidu de grenade dans ma sacoche, que j'ai ramassé parce qu'il me manquait un élément de cette grenade pour mes présentations, et ensuite le refus de prélèvement ADN, parce que moi je m'oppose au fichage génétique. L'audience, une espèce de farce grotesque. De concert, le procureur, la juge et l'avocat des policiers se sont permis toutes sortes d'élucubrations ridicules. Monsieur se prend pour un justicier, monsieur veut faire interdire les armes de police, tout ce type de petites remarques qui se détachent complètement des faits qui me sont reprochés. La juge, le procureur et l'avocat de la partie adverse vont s'appuyer sur ces éléments qui sont fallacieux et mensongers pour m'accabler en fait. D'abord, dans un premier temps, essayer de rétablir les faits. La juge me coupe à plusieurs reprises en disant oui, mais enfin vous dites ça, mais c'est pas ce que montrent les images. Et je lui dis effectivement, mais vous n'avez pas voulu regarder les images de vidéosurveillance. Vous avez les images. L'observatrice LDH qui a été violentée par le policier qui m'accuse, c'est elle qui a pris les plusieurs coups de bouclier et qui les a filmés d'ailleurs, qui a porté plainte à l'IGPN. Et ces vidéos, les vidéos qu'elle a faites, sont aussi dans le dossier. Mais ils refusent de les regarder. À l'issue de la réquisition du procureur qui demandait 5 mois de prison ferme, la juge a mis 8 mois de prison ferme. On a interjeté appel. Je fais partie d'une espèce de masse de personnes qui sont passées devant les tribunaux au cours des dernières années, notamment un certain nombre de gilets jaunes, qui ont subi des violences judiciaires qui s'ajoutent aux violences policières. Ce n'est que la confirmation de ce qu'on dénonce quotidiennement avec nos collectifs. L'histoire de Désarmons-les, ça remonte à 2011-2012. On voulait rédiger une brochure qu'on pourrait diffuser dans les milieux militants, sur les tables, dans les manifs, qui permettrait aux gens de comprendre c'est quoi les armes qui sont utilisées par la police, c'est quoi les pratiques du maintien de l'ordre, etc. Avec le collectif, on développe à ce moment-là aussi une réflexion sur l'histoire coloniale du maintien de l'ordre. Nous, on considère être un fil conducteur pour le développement de la police contemporaine. Ces violences et ce racisme font partie du système. On participe à ce qui va devenir l'Assemblée des blessés le 8 novembre 2014, avec des collectifs de blessés. En 2019, avec le mouvement des Gilets jaunes, il y a une prise de conscience un peu générale, globale sur la question des armes. Les gens n'ignorent plus ce que c'est les différentes armes. La militarisation du maintien de l'ordre, il y a un processus qui remonte à il y a 20 ans, avec les années 90-2000, avec Pasqua et Sarkozy, qui sont les premiers à importer en France les armes sublétales. L'apparition des flashballs à partir des années 90. Le flashball est, assure son inventeur, sans danger. Elle ne provoque au pire qu'un gros hématome. L'avantage, c'est pour eux qui ont une terreur panique des bavures, c'est de neutraliser la personne qu'ils veulent sans qu'elle soit obligée de passer à l'hôpital. Ça, c'est du travail propre. Ils sont remplacés très rapidement en 2007 par les lanceurs de balles de défense. La grenade de désencerclement arrivée en 2004-2005. Et des nouveaux modèles aussi. Des modèles souvent plus efficaces, plus précis et aussi plus dangereux. Notamment, il y a une nouvelle grenade de désencerclement. Et il y a aussi une nouvelle arme pour tirer des grenades lacrymogènes qui est arrivée en 2018, juste avant les Gilets jaunes. Les autorités françaises ne sont pas du tout sur la voie de changer cette vision du maintien de l'ordre qui s'appuie sur une logique agressive en fait. Faut pas détacher la question du maintien d'ordre de la question de l'économie et le marché des armes aussi dans cette logique-là. Et donc, il faut comprendre que tous les textes de loi et les logiques gouvernementales qui vont dans le sens
d'une augmentation des moyens pour les forces de l'ordre participe de cette espèce de jeu commercial. Le gouvernement participe de manière grandiloquente à des expositions de l'armement comme le salon Millipol, les salons internationaux de l'armement sur lesquels en fait tu vas trouver côte à côte toutes les petites entreprises, les petites startups, les grosses boîtes qui ont le quasi-monopole, mais aussi des gouvernements qui sont aussi vendeurs d'armes. C'est pas tant la mort de Rémi Fraisse qui va les amener en fait à prendre conscience de la dangerosité de ces grenades, c'est plutôt la nécessité de moderniser cet arsenal. Et ça nous amène aujourd'hui à ce scandale autour de la fin de la Gliev 4 pour la remplacer par une grenade équivalente. Controversées depuis longtemps pour leur dangerosité, c'est l'une d'elles qui, le 22 mai dernier, a arraché la main de Maxime Peugeot à Notre-Dame-des-Landes. Ils vont juste utiliser des grenades d'un modèle un peu différent qui, on vient de l'apprendre le week-end dernier, arrache aussi des mains en fait. Sur la question des violences, c'est un travail que nous on mène depuis des années et donc on a pu très tôt s'apercevoir de l'évolution du nombre de blessures. Sur les seules mobilisations des Gilets jaunes, on dénombre 82 blessés graves. En un an de mouvement des Gilets jaunes, on a eu autant de mutilations définitives que sur 20 ans, sur les 20 ans qu'on précédait. Moi, j'ai pas été choqué par la phrase du Didier Lallemand. C'est exactement comme ça qu'ils se perçoivent. Ils se perçoivent dans un camp. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. La police n'est pas neutre politiquement. On veut faire comprendre à une partie, la partie la plus grande de la population, que l'institution policière ne peut pas être républicaine et démocratique. Elle est là pour nous protéger à condition qu'on serve ou qu'on adhère au modèle de société.